On passe maintenant à la digestion au niveau de l'estomac. L'estomac fonctionne comme un réservoir dans lequel les aliments provenant de la déglutition sont brassés et mélangés avec le suc gastrique pour être évacués par la suite dans le duodénum où se passera encore la digestion intestinale et puis l'absorption. Nous parlerons tout d'abord du phénomène électrique et mécanique au niveau stomacal. Alors, quand le bol alimentaire passe par le sphincter œsophagien inférieur, c'est-à-dire le cardia, il arrive au niveau de l'estomac qui est déjà relâché. Donc, vous voyez, avant que les aliments n'arrivent au niveau de l'estomac, la pression au niveau du cardia est très élevée, donc il est fermé. Puisqu'il y a un tonus permanent. Lorsque les aliments arrivent au niveau de ce sphincter, donc il va se relâcher, comme nous l'avons dit, via la libération de l'acétylcholine sur les neurones non adrénergiques et non cholinergiques pour libérer par exemple le VIP ou le monoxyde d'azote qui va permettre de relâcher le sphincter œsophagien inférieur. C'est ce qui va permettre le passage des aliments vers l'estomac. En même temps, l'estomac est déjà relâché. Vous voyez, la pression au niveau de l'estomac, c'est essentiellement au niveau du fundus, est déjà basse, c'est-à-dire relâchée. Et cette relaxation de l'estomac va permettre de recevoir un volume considérable d'aliments sans une augmentation significative de la pression intraluminale. De point de vue électrique, les fibres musculaires gastriques présentent une activité électrique de base qui est spontanée et qui est issue d'un pacemaker localisé au niveau de la région qui est juste sous le cardia, au niveau de la grande courbure. Qu'est-ce que c'est qu'un pacemaker? Un pacemaker, c'est un générateur d'activité, comme le pacemaker qu'on utilise pour les malades qui ont une insuffisance cardiaque. On leur met un pacemaker qui va déclencher régulièrement une activité électrique. Là, c'est un pacemaker naturel qui permet de déclencher une activité électrique de base et qu'on appelle des ondes lentes. Ce qui est important à savoir, que ces ondes lentes sont d'une part spontanées et d'autre part, ils vont se propager de façon antérograde, c'est-à-dire du cardia vers le pylore, vers la partie basse de l'estomac, avec une vitesse croissante, en passant par exemple au niveau du fundus d'une vitesse de 10 mm par seconde à une vitesse de 30 mm par seconde à l'extrémité de l'antre. Cependant, cette activité électrique de base qu'on avait appelée onde lente ne se superpose jamais. Non, ça. Cependant, cette activité de base ou ces ondes lentes ne s'accompagne jamais d'activité mécanique. C'est-à-dire que ces ondes lentes n'ont pas encore atteint
une amplitude suffisante de dépolarisation pour déclencher un potentiel d'action qui va générer l'activité mécanique. Donc, ceci veut dire que la contraction de la musculature de l'estomac va être directement fonction de l'amplitude de la dépolarisation de ces ondes. À un certain niveau de remplissage de l'estomac, l'amplitude des dépolarisations va augmenter et des potentiels de pointe vont commencer à apparaître sur les ondes lentes, comme vous voyez ici. Donc, c'est des potentiels de pointe qui apparaissent sur les ondes lentes. C'est ce qui va entraîner donc la contraction de la musculature. Alors, de point de vue mécanique, dans le fondus et la partie supérieure du corps, l'activité motrice est très réduite. On n'observe pas d'activité péristaltique. Et l'arrivée d'une quantité importante d'aliments dans l'estomac ne va pas augmenter de façon significative la pression intragastrique. Et ceci est lié essentiellement à l'action des neurones vagaux non adrénergiques et non cholinergiques, d'une part sur la paroi de la musculature de l'estomac pour la relâcher, et d'autre part, comme je l'avais expliqué auparavant, sur le sphincter œsophagien inférieur qui le relâche également. Et donc ce relâchement va diminuer largement la pression intragastrique. Donc à un certain niveau de remplissage, l'activité mécanique au niveau de la partie basse du corps et de l'antre va commencer sous l'action, bien sûr, des décharges des fibres vagales cholinergiques qui vont démarrer cette activité mécanique qui va devenir de plus en plus forte pour pousser les aliments en avant, comme on le voit ici par les flèches bleues. Mais nous sommes qu'au début de la digestion et la pression au niveau de l'estomac n'est pas encore élevée, le pH n'est pas encore bas et donc le pylore reste fermé. Les aliments, en étant poussés vers le pylore, ils vont trouver le pylore fermé et donc ils vont être refoulés par le centre vers la partie supérieure de l'estomac, puisqu'ils ne peuvent pas sortir. Et par conséquent, ils vont encore se mélanger avec le contenu des sécrétions gastriques, dont nous parlerons par la suite. Ce qui va permettre un brassage régulier. Pendant ce temps, le contenu se dilue et se mélange avec le suc gastrique pour donner à la fin un chyme qui est inférieur à 5. En même temps, la digestion des hydrates de carbone, c'est-à-dire de certains glucides, commence sous l'action des amylases salivaires. Alors, lorsque la pression ou lorsque l'onde péristaltique au niveau de l'antre devient puissante,
elle va déterminer une augmentation de la pression au niveau de l'antre qui va dépasser celle du sphincter pylorique. Et dans ce cas, une partie, comme vous voyez ici, une partie du contenu antral va s'écouler dans le duodénum. C'est ce qu'on appelle la systole antrale. Et dans ces conditions, seules les particules de petit diamètre et les liquides peuvent franchir cette barrière pylorique. Les particules volumineuses vont être refoulées vers l'antre où ils vont être à nouveau broyés et mélangés sous l'action du péristatisme, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que la digestion au niveau de l'estomac se fait progressivement et l'évacuation va se faire par fragments. De ce fait, il va prendre beaucoup de temps. Donc l'évacuation gastrique va dépendre de plusieurs mécanismes. D'une part, comme nous l'avons déjà remarqué, le péristatisme gastrique est le principal facteur de l'évacuation, celui qui permet de pousser et de faire augmenter par la suite la pression pour vaincre le sphincter pylorique. Ça d'une part. D'autre part, il y a aussi la coordination entre les mouvements ou l'activité gastrique et l'activité au niveau du duodénum. Pourquoi il doit y avoir une coordination entre l'activité des deux parties? Parce que normalement, lorsque la partie antrale se contracte pour évacuer le chyme vers le duodénum doit être relâché pour recevoir cette quantité. Parce que si les deux se contractent en même temps, le contenu va rester coincé entre les deux. Le troisième point, c'est la pression au niveau du sphincter pylorique. Comme nous l'avons vu au départ, le pylore est un sphincter, donc c'est une valve où règne une pression très élevée. Et cette pression très élevée est un facteur important dans la régulation de l'évacuation. C'est ce qui va permettre un petit peu de contrôler les fractions qui vont passer dans le duodénum. Donc, il va permettre d'échelonner le processus de digestion intestinale parce que, arrivé au niveau de l'intestin grêle, il va y avoir d'autres phénomènes qui vont se produire et par conséquent, il va réguler ce passage progressif. Un autre point important qui contrôle l'évacuation gastrique, c'est le volume et la consistance des aliments, ainsi que la concentration des aliments. C'est-à-dire, il va dépendre de ce que je vais manger. Est-ce que je veux manger gras? Est-ce que je veux manger quelque chose de très épais ou de très liquide, de très sucré, de moins sucré, etc. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Par exemple, si, pour illustrer cela, on va faire l'expérience sur un animal chez qui on va introduire directement un volume dans l'estomac et on va recueillir à la sortie, c'est-à-dire au niveau du duodénum, tout ce qui va passer à travers le pylore en fonction du temps via une fistule, c'est-à-dire via un cathéter qui va sortir du duodénum. Alors par exemple ici, si on introduit 150 millilitres de sérum physiologique, ici en bleu,
Ce volume va être vidangé, comme vous le voyez ici, à raison à peu près de 75 millilitres en 5 minutes, puis au bout de 10 minutes, on va recueillir à peu près 100 millilitres. Si on augmente le volume, toujours de la même solution, on va avoir pratiquement la vidange de la plus grande partie au bout de 30 minutes. Donc plus on augmente le volume, plus on va augmenter le temps de vidange. C'est logique. Maintenant, au lieu de donner ou de mettre dans l'estomac un sérum physiologique qui est très liquide, on va mettre une solution ou un repas qui est beaucoup plus épais, tel que la purée de pommes de terre. Donc si on met dans l'estomac directement de cet animal 300 millilitres de purée de pommes de terre, et on va recueillir toujours au niveau de cette fistule du duodénum, on remarque qu'au bout de 30 minutes qui correspondaient à la vidange de pratiquement toute la solution de sérum, on s'aperçoit que pour la purée de pommes de terre, au bout de 30 minutes, on ne recueille que 100 millilitres de purée de pommes de terre. Cela veut dire que lorsque l'aliment ingéré est très consistant et très épais, le temps de son évacuation va être beaucoup plus long. De même, si on utilise par exemple une solution à différentes concentrations, par exemple de sucre, et on va utiliser ici 3 solutions. Une solution très peu calorique, une solution avec 0,05 g par millilitre de sucre, ou une solution de le double, et une solution avec le quadruple. Alors, lorsqu'on met dans l'estomac la solution qui est très peu calorique avec 0,05, on s'aperçoit que les 150 millilitres sont évacués pratiquement en totalité au bout de 80 minutes. Lorsqu'on double la concentration, on double pratiquement le temps d'évacuation. Et lorsqu'on met une solution encore beaucoup plus forte de 0,25, le temps d'évacuation de cette solution est encore très long, au-delà de 250 minutes. Donc vous voyez, plus l'aliment ingéré est concentré, plus le temps d'évacuation sera long.